Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Super-héroïne et genre, entre mythe et réalité. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers fascinant, la place des super-héroïnes dans les comics et le cinéma. Pourquoi sont-elles souvent minoritaires ? Comment sont-elles représentées ? Ont-elles la même reconnaissance que leurs homologues masculins ? Installez-vous confortablement, on décrypte tout cela ensemble. Définir l'héroïsme. Avant de parler de super-héros, il faut comprendre ce qu'est un héros tout court. Petit fun fact, le mot héros est apparu vers 1370. Alors que sa version féminine, héroïne, n'a vu le jour que 2 siècles plus tard. Et ce n'est pas un hasard. La chercheuse Sophie Cassagne-Broquet, dans son article « La fabrique des héroïnes », explique que les qualités, les attentes et même les représentations des héros et des héroïnes ne sont pas les mêmes selon le genre. Prenons un exemple. Accomplir un exploit, c'est ça, l'héroïsme. Mais culturellement, la quête de cet exploit est souvent perçue comme une démarche masculine. Les femmes, elles, deviennent héroïques presque malgré elles, sans forcément chercher à accomplir un exploit. Résultat, même quand une femme accomplit un acte héroïque, on continue de l'associer à des valeurs masculines, comme la force ou le courage viril. Si on regarde les définitions du dictionnaire, on retrouve 4 grandes catégories de héros et d'héroïnes. Le héros grec, à l'origine, c'est une figure essentiellement masculine, mais les femmes n'ont été mises en avant que plus tard, grâce à des auteurs comme Racine avec Andromaque ou Jean Anouilh avec Antigone. Le héros moral, ici, on parle de figures historiques qui incarnent des valeurs fortes, comme Nelson Mandela ou Jeanne d'Arc. Le héros par l'exploit, ce sont des pionniers, ceux et celles qui marquent l'histoire par un acte exceptionnel. Le héros de fiction, c'est tout simplement le personnage principal d'une œuvre. Mais attention, il y a une subtilité pour les héroïnes. Dans la fiction, le mot héroïne ne signifie pas toujours personnage central. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, Éowyn est souvent considérée comme une héroïne, bien que l'histoire tourne principalement autour de Frodon. Cette distinction, on ne la retrouve pas pour les personnages masculins secondaires. Si le rôle principal est féminin, on ne dira pas forcément que le personnage masculin autour d'elle sont des héros. Intéressant, non ? Définir le genre super-héroïque, la figure du super-héros. Par ailleurs, les récits super-héroïques ont la spécificité de se définir avant tout par leurs personnages. Dans l'ouvrage Super-héros, la puissance des masques de Jean-Marc Lenné, l'auteur identifie 8 caractéristiques récurrentes de ce genre. Les super-pouvoirs, le costume, l'identité secrète, les compagnons, le talon d'Achille, le traumatisme fondateur, l'adversaire emblématique et le rapport à la ville. Mais attention, ces éléments ne sont pas systématiques. D'ailleurs, pour qu'un personnage soit un super-héros, il faut surtout une chose, la volonté de faire le bien. Car sinon, ces mêmes caractéristiques pourraient tout aussi bien décrire un super-vilain. Et c'est là que ça devient intéressant. Si ces codes définissent bien les super-héros, ils correspondent beaucoup moins aux super-héroïnes. Prenons Wonder Woman, la plus iconique d'entre elles. Elle ne coche pas toutes les cases, alors que Superman, lui, en est l'archétype parfait. Et ce n'est pas un hasard. Dès leurs premières apparitions, les super-héroïnes ont souvent été écrites avec plus de nuances morales que leurs homologues masculins. Regardez Batgirl et Catwoman. À leur début, le doute plane. Sont-elles des héroïnes ou des vilaines ? Finalement, c'est que le genre super-héroïque se construit autour des figures masculines. Les super-héros définissent le genre. Les super-héroïnes, elles, en sont issues, mais elles ne le définissent pas de la même manière. Une différence qui questionne notre perception des récits de super-héros. L'émergence des super-héros. L'histoire des super-héros et super-héroïnes débute à la fin des années 30, dans les pages des comics books. Tout commence avec Superman en 1938, suivi de près par Batman en 1939. Ces personnages rencontrent un succès phénoménal, au point d'être régulièrement en couverture de leurs comics respectifs. Très vite, des super-héroïnes font leur apparition. Les premières, comme The Woman in Red et Phantoma, ne rencontrent cependant pas le même engouement que leurs homologues masculins. Mais
En 1941, tout change avec Wonder Woman. Elle se distingue par son indépendance, un trait rare pour les personnages féminins de l'époque. En effet, à la création du genre, les super-héroïnes sont souvent créées pour être des acolytes des héros principaux, ou pour jouer le rôle d'intérêt romantique. Elles sont donc reléguées à des rôles secondaires, souvent infantilisés, et transformées en demoiselles en détresse. Ce phénomène est d'autant plus frappant lorsque l'on pense aux sidekicks, comme Robin pour Batman, qui, au départ, était censé représenter le public jeune des comic books. Ce traitement infantilisant, bien que destiné aux adolescents, est aussi appliqué aux premières super-héroïnes, qui sont vues comme des substituts féminins de ces acolytes plus jeunes. Un bon exemple est Batgirl, qui remplace Robin, occupant un rôle similaire aux côtés de Batman. Un autre modèle de super-héroïne, c'est celui de la méchante repentie, à l'image de Catwoman. Son équilibre moral est flou, tantôt héroïne, tantôt vilaine, mais on la voit souvent combattre aux côtés de Batman, ce qui en fait une sorte d'anti-héroïne. La corporalité des super-héroïnes. Chez les super-héros, le corps n'est pas juste un simple support, c'est un élément central. Ils portent le costume, qui vient accentuer leur forme et, en quelque sorte, leur identité. En enfilant ce costume, ils prennent leur rôle de super-héros, avec leur logo comme marque de fabrique. Mais au-delà de ça, le corps est essentiel. C'est grâce à lui qu'ils peuvent se battre et accomplir leur mission. À l'origine, quand les super-héros font leur apparition, leurs corps suivent un modèle unique, masculin, blanc, athlétique, jeune et valide. Les super-héroïnes, on reprend le même schéma, mais avec une version féminine, moins musclée, plus fine, avec une poitrine qui ressort. Prenons l'exemple de Wonder Woman. Dans son article Wonder Woman, plus forte qu'Hercule, plus douce qu'une bonne épouse, Louise Bia souligne que, bien que Wonder Woman soit dotée d'une force surhumaine, ses bracelets la limitent, symbolisant une forme de soumission consentie qui fait d'elle une véritable super-héroïne. Et puis, bien sûr, il y a sa beauté physique, qui devient une arme face aux hommes. Ce qui la motive dans ses actions héroïques ? Son amour pour le capitaine Trevor, un acte motivé par une relation amoureuse hétérosexuelle, un aspect qu'on rencontre rarement chez les super-héros masculins. Puis, à partir des années 1960, le corps des super-héros commence à se diversifier. Spider-Man, par exemple, c'est un adolescent. Hulk, lui, une véritable montagne de muscles. On voit aussi l'arrivée de personnages comme Black Panther ou Black Lightning. Et les équipes de super-héros ? Leur corps se modifie davantage. Les 4 Fantastiques, avec leur pouvoir unique, l'élasticité, le feu, l'invisibilité pour la femme et l'apparence minérale. Ou les X-Men, avec Cyclope, un homme glace, un homme ailé et un personnage en fauteuil roulant. Seule la femme de l'équipe reste dans les canons traditionnels de beauté. Dans les années 1980, sous la présidence de Ronald Reagan, les corps masculins deviennent plus durs, reflétant la notion de puissance perdue des États-Unis. En parallèle, les corps féminins connaissent une hyperféminisation marquée par le Bad Girl Art. Les super-héroïnes deviennent hypersexualisées, avec des costumes de plus en plus courts qui mettent en avant leur poitrine et leurs fesses. Ces corps sont en quelque sorte réduits à des objets, destinés à satisfaire un lectorat masculin et hétérosexuel. Catwoman, bien qu'elle existe déjà auparavant, devient l'emblème de ce mouvement, surtout après 1993, quand elle obtient sa première série longue. Cette série joue énormément sur des poses hypersexualisées, comme la Brokeback Pose, et donne à certains objets, notamment des armes, une dimension sexuelle. Mais les années 1990 marquent aussi un tournant. C'est la période où apparaissent des personnages avec des physiques plus variés, comme Squirrel Girl, dont le corps est moins genré, parfois même en surpoids. Et puis, il y a Barbara Gordon, qui revient sous l'identité d'Oracle, avec un fauteuil roulant. Son personnage est particulier, car bien que les super-héroïnes aient toujours été perçues comme une variation du corps super-héroïque traditionnel, sa transformation remet en question les limites imposées à ces personnages. La violence dans les comic books. Dans son article Supermoms, Maternity and the Monstrous Feminine in Superhero Comics, Jeffrey Abron observe que le corps des super-héros est souvent perçu comme invulnérable. Mais cette idée évolue au fil des années, et tout dépend de l'époque. Par exemple, dans les premières aventures de Batman, on voit le héros être blessé par balle. Mais dès la fin des années 40, la censure impose une réduction de la violence. Résultat, moins de blessures physiques et violentes. Pour autant,
À partir des années 80, les super-héros commencent à subir de nouveau des blessures. Mais il y a un paradoxe. Ces blessures, bien qu'elles soient présentes, doivent disparaître rapidement. En effet, les super-héros doivent pouvoir se remettre de tout, sans laisser de traces physiques ou psychologiques. Ce n'est pas le cas des super-héroïnes, surtout au cinéma. Elles sont rarement montrées souvent physiquement, ce qui les empêche de démontrer qu'elles peuvent se remettre de leurs blessures. A l'inverse, dans les comics, les héroïnes secondaires sont souvent victimes de violences physiques. Mais ces violences diffèrent de celles infligées aux hommes. Dans les années 90, ce phénomène est mis en lumière par le mouvement féministe avec le Women in Refrigerators List, un outil pour dénoncer les violences faites aux femmes dans les comics centrés sur des personnages masculins. Le nom vient d'une scène de Green Lantern où l'héroïne du récit est retrouvée morte, jetée dans un réfrigérateur par l'ennemi de son petit ami. Son seul rôle dans l'histoire est de faire avancer l'intrigue du super-héros. À l'opposé, quand un personnage masculin meurt, c'est rarement de la même manière et souvent dans un récit qui lui est propre. Par exemple, en 1988, 2 morts de personnages majeurs, Barbara Gordon dans The Killing Joke et Robin dans Death in the Family, marquent un contraste frappant. Dans The Killing Joke, le Joker veut prouver à Batman qu'une mauvaise journée peut transformer n'importe qui en un vrai monstre. Il choisit la fille du commissaire Gordon comme victime, la torturant physiquement et sexuellement. Barbara apparaît seulement dans 4 pages d'un récit de 48 pages, et 3 de ces pages sont dédiées à la violence qu'elle subit. À l'opposé, dans Death in the Family, Robin meurt en cherchant à protéger sa mère. Là, la violence est plus implicite, pas de blessures pénétrantes, et aucune violence sexuelle. Robin, lui, meurt héroïquement, ce qui n'est pas le cas de Barbara Gordon, qui, après sa blessure, subira des conséquences physiques et psychologiques importantes. Vers une évolution positive. Aujourd'hui, la diversité progresse. Captain Marvel, Mrs. Marvel, Black Widow représentent des figures fortes. Mais il reste du chemin à parcourir. Les super-héroïnes ne sont pas encore traitées de la même manière que leurs homologues masculins, surtout sur le plan physique, avec une sexualisation parfois excessive. Cette sexualisation trouve en partie son origine dans le fait que la majorité des auteurs et dessinateurs de comics sont des hommes, tandis que les femmes se retrouvent souvent confinées à des rôles de coloristes ou d'encreuses. Cela donne une vision assez masculine de la manière de traiter des personnages féminins. Cependant, cette approche est de plus en plus critiquée. Un exemple, la Hawkeye Initiative, un mouvement lancé sur Tumblr qui parodie les poses souvent ridicules et peu naturelles des super-héroïnes en les appliquant aux personnages de Hawkeye. L'idée, montrer à quel point ces poses paraissent absurdes quand un homme les adopte, alors qu'elles sont normales quand ce sont des femmes qui les prennent. Mais il y a de l'espoir. Une évolution importante dans la représentation des super-héroïnes pourrait être l'introduction du female gaze, une réponse au traditionnel male gaze. Loin de vouloir sexualiser les hommes, il s'agit ici d'adopter le point de vue d'un personnage féminin et de rendre son expérience de manière plus authentique. Ce changement de perspective a vu le jour grâce à des autrices comme Trina Robbins, qui, en 1970, a créé le comic strip Belinda Berkeley pour le journal féministe And Me Babe. Ce travail a contribué à la création du collectif Women's Comic, composé de 17 autrices qui, pendant 20 ans, a exploré des sujets sociaux souvent considérés comme féminins, comme le mariage ou l'avortement. Aujourd'hui, les autrices publient plus de comics indépendants, qui, contrairement aux grandes productions, ne suivent pas les mêmes standards et offrent une représentation plus égalitaire des genres. Ces œuvres, même lorsqu'elles sont écrites par des hommes, permettent de mieux refléter cette perspective féminine. Ainsi, même si le female gaze est avant tout une question féminine, dans l'industrie du cinéma, où les réalisatrices sont privilégiées pour les super-héroïnes, il devient aussi un enjeu pour les hommes. Parce que, pour que l'objectification des femmes cesse, il faut que les auteurs prennent conscience de l'importance de représenter leurs personnages féminins de façon aussi complexe et puissante que leurs homologues masculins. C'est par exemple ce que fait Stefan Sejic dans sa série Arline. Et voilà, notre plongée dans l'univers fascinant des super-héroïnes touche à sa fin. Mais, comme dans tout bon comics, ce n'est qu'un épisode parmi tant d'autres. On l'a vu, entre stéréotypes, sexualisation, invisibilisation, mais aussi résilience, diversité et renouveau, les super-héroïnes ne cessent de bousculer les codes, de se réinventer et de prendre, enfin,
la place qu'elle mérite. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?